Oui, l'ASEAN, c'est une organisation donc, du sud-est asiatique qui regroupe les 10 marchés principaux du sud-est asiatique. C'est une association, donc je vais vous en parler. C'est un regroupement des pays. Ils sont très intelligents, ils travaillent tous entre eux. Donc c'est une force et il faut savoir. La mission Paris Comité, c'est parce qu'on vient de faire une mission. On a fait la mission du 9 au 18 mars, donc on est le 1er avril. Donc on y va tous les ans au mois de mars. Et cette année, on a fait Singapour, la Malaisie, l'Indonésie et la Thaïlande. On travaille aussi, l'année dernière, on est allé aux Philippines, au Vietnam. Donc c'est à peu près les marchés que l'on travaille. Donc il y en a 7 sur 10 à peu près. Donc c'est un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande. Donc j'ai fait des fiches identiques. Vous allez vous y retrouver avec des têtes de chapitre très claires. C'est facile. Et Florence a enregistré ma présentation. Vous allez la recevoir sur PDF après. Donc vous pourrez l'étudier tranquillement après. Alors c'est ce qui se dit, mais c'est ce qu'il faut croire. C'est que c'est le continent asiatique qui va devenir très important. Et même à la mairie de Paris, j'ai eu écho. Mais oui, il faut travailler l'Asie, il faut encore travailler encore plus l'Asie, alors qu'on travaille beaucoup l'Asie. Mais même la mairie de Paris nous dit il faut faire l'Asie, parce que vous savez très bien que c'est l'Asie qui fonctionne. L'Asie, après l'Asie, vous avez quoi? Le continent américain, le continent européen. Mais après l'Asie, ça sera l'Afrique. Donc on n'a pas commencé à l'office. Il y a des professionnels parisiens qui commencent à recruter des personnes qui connaissent les pays africains, des Français qui connaissent les pays africains. Nous, à l'office, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop nous pousser pour y aller. Mais avant d'aller en Afrique, on ira en Iran, très probablement. Voilà. Donc ça, c'est une autre histoire, parce que j'ai oublié de citer tout à l'heure les pays russophones. J'ai oublié de mentionner la Russie, qu'on travaille beaucoup. Et on commence à travailler les pays de la CEI, qui sont donc l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Et en effet, l'Iran est proche de l'Ouzbékistan, donc il faut suivre. Donc voilà, donc pour l'instant on est en Asie, donc les années 2030, je pense que c'est vrai, et que l'Indonésie, qui est le plus gros pays du sud-est asiatique, vous allez le voir tout à l'heure, l'Indonésie monte. Il y a tous les facteurs pour que, en effet, l'Indonésie, qui est un pays émergent, mais qui émerge de plus en plus, va devenir la 5e puissance. C'est aujourd'hui la 16e. Alors, on appelle les tigres de l'Asie du Sud-Est, ça ne vient pas de moi, c'est une expression, on lit beaucoup la presse aussi, presse économique, presse financière. Donc, les tigres de l'Asie du Sud-Est, donc ça s'affiche ici. Donc, ce sont les pays que, pour Paris, en tout cas, nous travaillons. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'ASEAN, donc 10 pays, l'ASEAN. Donc, vous voyez ici, s'affiche le nombre d'habitants, donc c'est quand même beaucoup, nombre d'habitants, et surtout la population active. C'est quand même la moitié de ces habitants qui sont population active. 241 millions connectés sur Facebook, donc c'est quand même gros. 7e économie dans le monde, donc tous ces marchés, les 10, il y en a 7 qui se sont affichés. Après, il y a le Brunei, par exemple, c'est des petits micro-marchés. Donc, 7e économie dans le monde, un grand continent, bien sûr, une puissance monétaire avec des PIB très importants. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Des pays qui fonctionnent, des PIB à plus. Donc, c'est des pays où la croissance est en train de se faire, va se faire encore plus. Donc, on n'est pas du tout en récession sur ces marchés. Je l'ai dit tout à l'heure, des pays proches les uns des autres, mais à caractéristiques différentes. Donc, il faut simplement y aller, sonder, regarder un petit peu ce qui se passe, l'historique, etc. Et puis, un point très important, c'est que c'est des populations qui sont très jeunes. Alors ça, c'est vraiment très bien pour nous, puisqu'on aime bien les populations jeunes qui sont amenées à venir et à revenir. Donc voilà, donc cette association ASEAN, il y a des conférences annuelles sur l'ASEAN, donc les États-Unis y vont, les pays qui travaillent avec l'ASEAN principalement se rendent à cette grande messe annuelle, et donc ils ont aussi des relations très fortes sur le plan économique. Donc en fait, oui, c'est une force dans la région. Donc, des pays en pleine croissance, oui. Des perspectives encourageantes, bien sûr.
un réservoir de clientèle pour Paris, les flux, mais aussi les recettes économiques, parce que bon, il ne faut pas toujours considérer les flux, il faut aussi considérer les recettes, les dépenses, le nombre de nuits, les séjours, et puis les dépenses dans le shopping, mais aussi dans les restaurants, par exemple. On a parlé de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan. Bon, c'est 10 000, c'est 20 000 personnes sur Paris. On va me dire, mais c'est pas beaucoup. À l'office, on m'a dit, mais Patricia, c'est pas beaucoup. Mais j'ai dit oui, mais les recettes économiques sont importantes. Ces gens-là dépensent énormément. Ah bon, voilà. Alors, séjours et shopping, des villes essentielles à prospecter, donc ce sont les capitales, on ne va pas faire les villes secondaires dans ces régions. Et puis, c'est de l'anglais. Donc très facile, pas de problème, et du très bon anglais. Là où on parle le mieux l'anglais, ce sont les Philippines, mais bien sûr, vous comprenez pourquoi. Un réseau touristique dynamique et actif, donc je le dis tout à l'heure, ça réagit très bien à tout ce que l'on dit. Des bonnes capacités aériennes, des vols directs, des vols indirects, passant par le Moyen-Orient. Ça ne pose pas de soucis. Les visas, vous savez qu'on a de moins en moins de soucis, on n'en a plus de soucis avec les visas, de par les initiatives de Laurent Fabius en disant vous donnez maintenant les visas en 48 heures. Donc tout ça, ça s'applique sur les marchés à visa, vous verrez tout à l'heure, non seulement sur les gros marchés comme la Chine, la Russie, l'Inde, mais également sur des marchés dont on parle moins et ceux de l'Asie du Sud-Est. Bonne perception de Paris. Pas de problème, donc Paris a toujours une très bonne perception sur ces marchés, mais sur les autres également, et d'où la volonté pour l'Office de faire plus. Donc l'Asie du Sud-Est a été intégrée dans une démarche que l'on a créée il y a 18 ans à l'Office, c'est les comités Paris. Les comités Paris regroupent une centaine de professionnels parisiens. Vous pourriez en faire partie d'ailleurs, on en parlera pour l'année prochaine avec Florence, et donc on travaille avec une centaine de professionnels parisiens sur 5 marchés, mais ces 5 marchés, on les travaille de janvier à décembre d'une façon assez forte, assez rigoureuse, avec des présentations de marché, des réunions, des accueils de presse, des éductours, on fait venir des tours opérateurs, etc. Donc les 5 marchés sont premièrement l'Asie du Sud-Est depuis en effet 2015. Ensuite, vous avez la Chine, la Corée du Sud, le Mexique et la Russie et CEI. Donc c'est des 5 marchés qui font partie de cette stratégie assez dense. L'Asie du Sud-Est, on la travaille depuis 4 ans, mais donc depuis 2015, depuis 2 ans, on a intégré l'Asie du Sud-Est dans cette démarche qui nous permet de suivre le marché beaucoup plus rapidement. Un petit historique sur l'Asie du Sud-Est et la démarche de l'Office du tourisme. Donc on a fait le premier voyage en 2009 et puis ensuite c'est vrai qu'on s'est arrêté. Et on a repris en 2013 donc, et on continuera bien sûr à travailler cette partie. Vous voyez le nombre de partenaires qui s'affichent ici, qui nous suivent. Donc on est parti là avec 19 professionnels parisiens. Sur Paris, donc vous voyez le plan d'action. Bon, il ne faut pas trop s'affoler, ça se fait très bien. Il y a beaucoup de choses d'indiquer, mais ça se fait très bien, il n'y a pas de souci. Et sur le marché, c'est vrai, on va une fois par an sur le marché et on travaille avec les réceptifs qui sont sur Paris. Il y en a qui travaillent le marché de l'Asie du Sud-Est ici. Vous avez Tumlar, vous avez Milky, vous avez G2 Travel ou G2 Travel. Donc ici, vous avez des réceptifs qui travaillent cette partie du monde et surtout à Londres, vous en avez d'autres et vous en avez surtout à Londres des beaucoup plus importants en taille et en volume, etc. Donc, bon, Londres avec l'Asie du Sud-Est, les relations sont très fortes. Donc, on va expliquer ça ultérieurement. Ici, vous avez la carte. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on entend par Asie du Sud-Est. Donc, c'est pas du tout les gros marchés Chine, Inde, Australie, Japon, Corée que l'on travaille individuellement. Donc, on travaille individuellement, mais le bassin de l'Asie du Sud-Est, on le travaille plus d'une façon globale. C'est normal parce que les capacités, même les gens qui viennent ici, les visiteurs, sont quand même inférieures. C'est à peu près 90 000, 100 000 personnes par an. C'est bien, mais bon, c'est pas la Chine, c'est pas le Japon. Donc, les actions sont différentes. Donc voilà, donc les pays qui s'affichent, qui sont entourés de rouge. Bien sûr, quelles sont nos missions? Nous, l'Office du tourisme, c'est constater les évolutions.
Hein, est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge bien? Est-ce que ça bouge moins bien? Donc là, c'est vrai que cette année, on a relevé deux faiblesses, deux pays un petit peu avec des faiblesses, donc on va l'évoquer tout à l'heure, contrairement à l'année dernière. Donc est-ce qu'on va en tenir compte pour l'année prochaine? C'est possible. Donc constater les évolutions, développer les relations, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les principaux tours opérateurs, identifier des nouveaux, parce qu'il faut toujours identifier des nouveaux, et puis envisager les perspectives. Mais enfin bon, ça c'est bien sûr notre travail. Donc la mission que l'on a menée, elle s'affiche ici. Donc on a fait quand même beaucoup de choses en très peu de jours. Hein. Donc on fait des représentations, donc on bouge beaucoup et vite. Alors, voilà les 4 informations marché. Donc, on va vous donner ça, les 4 informations marché. Vous allez voir, c'est facile. Vous allez, à la fin de cette session, je pense, faire la différence entre ces 4 marchés. C'est tout l'objectif de cette réunion. Alors, tout d'abord, on va commencer par la Malaisie. La Malaisie, donc on vous l'a dit, c'est la 4e année consécutive qu'on se déplace, qu'on va dans ce pays. Et de faire ces déplacements régulièrement, c'est bien parce qu'on peut, en effet, constater, faire des constats et avancer dans nos prospections. Donc la Malaisie, c'est essentiellement une péninsule. Il y a des îles aussi autour de la Malaisie, mais la Malaisie, cette péninsule où se trouve la capitale, Kuala Lumpur, c'est la péninsule, c'est là où se trouve le maximum d'habitants. Donc c'est bien sûr là où sont les enjeux principaux. Alors, la Malaisie, après, vous avez une petite photo à chaque fois. C'est une photo qui symbolise le pays et notamment la capitale. Donc, c'est les tours Petronas et c'est récent et c'est magnifique. Donc, c'est des tours de bureaux, d'habitations, de restaurants, de bars avec une vue extraordinaire sur la ville. Et donc, vous allez voir avec les cartes que ces villes sont très modernes. Hein, donc quand on dit que ce sont des marchés émergents, peut-être parce que ce sont les capitales que l'on montre, mais peut-être que dans les régions éloignées, il y a encore des choses à faire, mais ce sont des villes extrêmement modernes qui vivent exactement comme nous. Hein, donc voilà. Alors, tout d'abord, un des repères, donc la Malaisie, ancienne compagnie britannique, l'anglais, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, ils ont une langue malaise. Hein, ils ont une langue à eux, mais il y a aussi beaucoup de dialectes. Hein. Nous sommes aussi sur des marchés où il y a beaucoup de cultures différentes, des Chinois et des Indiens particulièrement dans Malaisie et Indonésie, vous allez le voir tout à l'heure. C'est un État indépendant uniquement depuis 1957, donc on va dire que c'est un pays jeune hein, qui se débrouille bien tout seul depuis 1957. Les taux de croissance s'affichent ici, donc vous voyez quand même que c'est des bons taux de croissance. Et dans ce pays, ils ont aussi un PIB par habitant qui est fort. 11 000 US dollars, donc ça n'a rien à voir avec la France. La France est aux environs de 40 000, mais 11 000, c'est quand même bien, et c'est le deuxième montant le plus élevé, donc après Singapour, hein, qui est le pays le plus riche de la zone, et avant la Thaïlande. Donc la Malaisie, c'est un pays riche, on va dire que c'est un pays riche, qui a des ressources, et qui a beaucoup de produits manufacturés et qui exporte beaucoup. Donc les atouts aussi de ces pays, ce sont les exportations, ce qui peut créer aussi quelques faiblesses, notamment avec la Chine qui est en train un tout petit peu de ralentir, mais il ne faut surtout pas s'inquiéter. Alors la capitale, c'est Kuala Lumpur, on l'a dit tout à l'heure, 2 millions d'habitants, donc c'est la ville qu'il faut visiter. Population de 26 millions d'habitants dans ce pays, et en effet 85% vivent sur cette péninsule que vous avez vu tout à l'heure. Donc c'est la majorité des personnes qui habitent ici. La répartition de la population est 65% de population musulmane. En Indonésie, vous en avez 80%. C'est un point important pour nous, il faut le savoir, puisque il y a après pour l'accueil ici, ce sont les cuisines halal qui nous sont demandées par exemple, mais pas simplement la cuisine halal, c'est la cuisine libanaise, marocaine, italienne, donc un peu la cuisine végétarienne. 20% appartient à la population moyenne, donc on a de quoi faire, hein, pas de problème. Classe moyenne, donc qui a un revenu tout à fait honnête et on va dire comme nous à peu près. Donc une bonne réussite dans ce pays,
une épargne importante par les habitants, bien sûr. Donc épargne veut dire qu'ils peuvent voyager, des plans de restructuration, des plans d'infrastructure, de structuration. Donc tout c'est pour vous montrer que c'est un pays qui fonctionne, qui va de l'avant, qui innove. Et par contre, on a vu en effet cette année qu'il y a eu quelques fragilités, qui apparaissent. Donc, premièrement, une fragilité sur la monnaie, la mise en place d'une taxe de 6%. Donc ça, c'est ennuyeux, bien sûr, pour nous tous, pour eux, mais pour nous, puisque la taxe a été mise sur tous les produits. 6%, c'est beaucoup, hein, c'est une TVA de 6% qui a été mise en place maintenant, récemment. La baisse des cours de matières premières, ça vous le savez, la baisse du baril de pétrole, le ralentissement de la Chine, un peu plus la Chine, les États-Unis, bon, économie qui dépend beaucoup de la demande extérieure, donc dès que ça tousse un tout petit peu, eh bien ça peut être une fragilité. Et la Banque américaine pour les taux d'intérêt, donc est-ce qu'ils relèvent, ils baissent, etc. Donc c'est toujours un peu en suspens. Donc ces fragilités sont apparues. Quelle est la place de la France sur ce marché? Bonne, et on progresse. Le gouvernement français est en train de s'intéresser de plus en plus à cette partie du monde. Donc, bon, tout ça, ça marche ensemble, hein, le tourisme, l'économie, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnalités, d'officiels français qui se déplacent pour déclencher des relations économiques et y compris des sociétés françaises qui s'implantent sur ces marchés. Sur le plan touristique, un point important, c'est que c'est un pays sans visa. La Malaisie, un pays sans visa, donc une ouverture facile pour venir en Europe. Londres, très fréquenté, de par la colonie précédente et puis très fréquentée. Donc c'est bien pour nous, puisque ces personnes qui vont souvent à Londres, eh bien, viennent aussi souvent à Paris. Paris, il y a beaucoup d'attraits, comme vous le savez, donc les voyages se font très facilement sur Eurostar. Donc on a beaucoup de Malaisiens ou de personnes, hein, parce qu'il y a des Chinois, des Indiens, vous avez vu la répartition, qui peuvent venir sur Paris de Londres. Distribution, pas de souci. Nous, on n'a pas de souci sur la distribution, c'est-à-dire sur les opérateurs qui nous font venir les visiteurs sur Paris. Donc, tout ça, ça se passe très bien. Et on indique aussi donc, les périodes de voyage qui intéressent beaucoup nos professionnels parisiens pour adapter leur offre. Sur l'aérien, pour la Malaisie, on a des capacités en baisse. Alors là, c'est nouveau aussi, donc c'est pour ça que je vous disais que sur la Malaisie, on a quelques faiblesses en raison de, en effet, la suppression du vol Air France en vol direct. Donc c'est bien sûr très ennuyeux puisque Air France avait mis un vol direct Kuala Lumpur-Paris en 2014. Alors pour des raisons X, Y, ça ne marche pas très bien. Et également Malaysian Airlines qui a des gros problèmes aussi d'image, donc qui a supprimé son vol direct de Kuala Lumpur sur Paris. Et Malaysia, le problème était encore pire puisqu'ils avaient le A380, donc ils avaient quand même un avion avec près de 600 personnes sur Paris. Donc ils ont eu quelques problèmes, quelques soucis. Donc voilà, donc ça c'est ennuyeux pour, bien sûr, pour la destination Paris. Bien sûr, de Kuala Lumpur, il y a d'autres possibilités de rejoindre Paris, notamment par les compagnies européennes. Hein, KLM, bien sûr, arrive beaucoup sur Amsterdam, un vol par jour, et les compagnies, d'autres compagnies européennes et les compagnies asiatiques. Les compagnies du Golfe, elles, qui font très fort, hein, donc c'est pour ça aussi, c'est un peu compliqué pour Air France avec les compagnies du Golfe qui s'implantent de plus en plus aussi en Asie du Sud-Est, Qatar, 4 vols par jour, Emirates, Etihad, et avec des gros avions, donc la 380, donc voilà, donc bien sûr, comme vous le savez, du Golfe, on rejoint l'Europe facilement. Et puis, une interrogation sur AirAsia, qui est donc une autre compagnie. Il y a la Malaysian Airlines, mais il y a AirAsia, qui est la compagnie low cost de Malaisie, qui avait mis un vol direct de Kuala Lumpur sur Paris il y a à peu près 3-4 ans, mais qui a arrêté en low cost pour aller à Kuala Lumpur, c'était quand même très intéressant, mais qui va vouloir reprendre, qui a commandé des avions et qui veut reprendre sa ligne directe sur Paris, mais on ne sait pas quand. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de problème sur la destination Paris, très bonne image. Qu'est-ce qui est à relever? Le romantisme, le shopping, donc c'est les éléments clés de la ville de Paris, bien sûr, la Tour Eiffel, bon, les monuments, Versailles, tout ça, c'est le Paris un petit peu classique, plus classique que nouveau, novateur, mais bon, ça marche très fort, donc tout va bien.
Des intérêts qui sont plus ou moins relevés, les locations de voitures, hein, parce que ces visiteurs qui viennent sur Paris peuvent aller ailleurs, ils peuvent aller sur la Côte d'Azur par exemple, ou ailleurs, hein, Dijon, Bordeaux, etc. Et ils aiment beaucoup louer les voitures, ils peuvent conduire eux-mêmes. Donc ça, c'est un intérêt qui existe aussi sur d'autres marchés, notamment sur le marché de Hong Kong. Hein. Les Hongkongais, ils aiment bien louer des voitures aussi. Importance des restaurants étoilés, guide Michelin, restaurants de cuisine halal. Donc, ils ont les moyens de dépenser. Donc, il n'y a pas de problème, ils dépensent. Alors, de la Malaisie, on a à peu près 110 000 personnes. Donc, c'est de ce pays dont on a le plus de visiteurs. Les autres, c'est 90 000 personnes. La Malaisie, c'est 110 000. Après, on verra avec la baisse des capacités ce que ça fait. Donc ici, vous avez quelques atouts de clientèle. Hein. On a dit les jeunes, ça c'est important, les jeunes, puisqu'ils voyagent librement, ils sont autonomes, ils peuvent prendre le métro, les bus, bon, ils se débrouillent tout seuls. On a des groupes loisirs, bien sûr, sur l'Europe, hein, de cette partie du monde. Principalement, ce sont des voyages Europe, c'est très loin. Il y a 13 heures de vol pour aller en Asie du Sud-Est à peu près. Donc c'est vrai que, hormis les jeunes, hormis les repeaters, ceux qui viennent et reviennent, le premier voyage c'est sur l'Europe. Donc ils font 4-5 pays en Europe. Donc, mais bien sûr, Paris toujours programmé. Famille, très important. Donc ils peuvent se déplacer aussi en famille avec les enfants, les grands-parents, etc. Donc les voyages de famille sont là. Et le monde des affaires, bien sûr, les hommes ou les femmes d'affaires, bien sûr, pas de problème. À prospecter davantage, bon ça c'est une note en bas de page pour nous, les retraités. Alors quels ont été un petit peu les points relevés lorsqu'on a rencontré un petit peu toutes ces personnes, tous ces opérateurs, c'est l'attrait pour les parcs d'attractions, parce que les voyages en famille, eh bien, il y a des enfants, donc Disneyland très fort, et on vend de plus en plus le parc Astérix sur ce marché. Les thématiques de musique, donc ça c'est ce qui nous a été dit cette année, donc c'est nouveau. La Philharmonie de Paris, par exemple, est très bien positionnée. Donc, les thèmes de la musique. Les musées d'art islamique aussi, il ne faut pas oublier. Donc, le Louvre, bien sûr. Pas d'attirance pour la culture et le sport. Pas d'attirance pour l'instant parce qu'ils n'ont pas trop le temps. Donc, même s'ils vont au Louvre, ils ne vont pas y rester 3 heures, mais 1 heure. Donc, pas trop d'attirance parce qu'ils n'ont pas trop de temps et qu'ils préfèrent faire autre chose. Ils aiment bien aussi notre art de vivre. Donc rester en terrasse, etc. L'importance de l'accueil et des services. Hein, on est en Asie, donc c'est vrai que l'accueil, le service, là-bas, c'est une notion très forte. Et les sujets à travailler, donc aussi langue anglaise, parce que on est en France, est-ce qu'on parle anglais en France? Donc on en est toujours là, et c'est toujours des questions récurrentes. Donc bien sûr, on leur explique que oui. Pourquoi? Premier marché, les États-Unis. Deuxième marché, les Britanniques. Donc, bien évidemment, à Paris, on parle anglais. Et la sécurité. Alors, la sécurité, ici, je fais une note en bas de page, c'est plutôt la sécurité genre pickpocket, etc. Si vous me posez des questions suite aux attentats, dans cette partie du monde, on n'a pas eu de questions fortes, récurrentes sur les conséquences des attentats. On a eu des questions de la part de quelques journalistes, parce qu'eux, ils font leur métier. Il faut bien qu'ils posent cette question. Mais de la part des tours opérateurs, il n'y a pas eu énormément de questions, d'interrogations. Ce sont aussi des pays qui, malheureusement, font l'objet d'attentats. Bangkok, Jakarta. Donc voilà, donc on n'a pas du tout été, entre guillemets, embêtés avec cette question, même si nous, on en parlait librement pour dire que, bien sûr, des mesures avaient été prises. Alors, quelle est la conclusion sur ce pays? Eh bien, une bonne impression. Hein, c'est un pays qui donne une très très bonne impression de bon fonctionnement, de dynamisme, de sourire. On se rend compte que les gens sont heureux, ils sont heureux de travailler. Dans les hôtels, les gens sourient. D'ailleurs, on le remarque, on leur dit, hein, mais vous êtes souriant, vous êtes content, etc. Mais oui, donc tout se passe très bien. Marché à dominante, groupe loisirs, peut-être, en effet, avec les voyages en Europe. Facilité à se comprendre, c'est un point très positif. Un réseau qui est facile à identifier, qui marche bien. Tous nos contacts, on les connaît, on les a identifiés. C'est pas non plus un grand pays, c'est pas la Chine, c'est pas le Japon, donc on n'a pas non plus 100, 150 tours opérateurs à connaître, mais si vous en connaissez 15, 20, c'est déjà bien.
Donc voilà, sur la Malaisie, le seul point, c'est à suivre un petit peu ces nouvelles fragilités, à suivre pour voir l'année prochaine si on programme toujours la Malaisie ou si on y va encore l'année prochaine ou si on y va tous les 2 ans, à suivre. Deuxième pays, l'Indonésie. Alors l'Indonésie, vous allez voir le contraste puisque c'est un pays qui est quand même beaucoup, beaucoup plus grand. C'est le pays d'avenir, c'est le pays sur lequel il faut compter, c'est le plus gros pays et c'est le plus gros nombre d'habitants. Alors l'Indonésie, la particularité, c'est les îles. Il y a énormément d'îles en Indonésie, il y en a 17 000. Donc moi, je ne sais pas du tout comment on peut gouverner ce pays, mais bon, apparemment, ça marche. Mais il y a quand même plus de 17 000 îles qui font partie de l'Indonésie, avec une capitale qui est Jakarta, donc qui se trouve proche de la Malaisie. Donc vous voyez, tout ça, ça se rejoint. La Malaisie, les Philippines en haut, le Vietnam. Donc tout ça, c'est facile pour nous de voyager dans cette région. Bien sûr, une ville, l'Indonésie aussi un pays, alors là c'est une photo de Jakarta, donc ce sont des capitales qui sont des mégapoles, hein, donc pas de problème avec ces grandes villes. L'Indonésie, alors le point de repère, c'est vraiment toutes ces cultures qui se brassent, des croyances aussi, hein, mais quand vous êtes là-bas, ben, écoutez, tout fonctionne bien. Donc, il n'y a pas, c'est formidable, moi je trouve, c'est formidable. Et puis, une stabilité politique, donc ça c'est à noter, puisqu'il y a un nouveau président depuis 2014, jeune, qui était le maire de Jakarta avant, jeune président, et qui prend des bonnes initiatives, et qui est un président qui est plutôt visionnaire, c'est ce qu'ils disent, je crois que c'est écrit plus loin, un président visionnaire qui, dès son arrivée au pouvoir, a pris des très bonnes mesures, qui est francophile, et donc qui permet de donner confiance dans ce pays et qui permet de donner confiance non seulement aux habitants mais aux investisseurs. Donc c'est un pays qui va de l'avant et on se rend très bien compte, on l'a dit au début, qu'il y a des perspectives très bonnes de l'avenir. Taux de croissance donc, qui s'affiche ici, donc 2016 annoncé à plus 5%, c'est quand même bien, et un PIB par habitant qui n'a rien à voir avec la Malaisie. Hein. Rappelez-vous, c'était 11 000 en Malaisie, là c'est 3 000. Donc c'est un pays aussi qui monte dans la progression du pouvoir d'achat, etc. Donc ça va bien sûr augmenter. Capitale, donc Jakarta, donc 10 millions d'habitants à Jakarta, qui est le centre, hein, le centre culturel, économique, politique du pays. Donc après les petites îles, je ne sais pas comment du tout ça marche, mais nous on s'intéresse qu'à Jakarta. La population forte, donc c'est le pays le plus peuplé, hein, 150 millions d'habitants, c'est beaucoup de monde, et 60% sur l'île principale, donc qui s'appelle Java, 60%. Donc les 40 autres pourcents sont sur les îles. Et c'est le seul pays dans l'ASEAN qui fait partie du G20. Donc c'est à noter, c'est un point fort aussi. Voilà, donc 40% de la population de l'ASEAN, c'est les Indonésiens. Les 40% du PIB de l'ASEAN, c'est le taux le plus fort. Donc l'Indonésie a un rôle très fort dans la région. L'Indonésie fait rêver et l'Indonésie donc a de très bonnes perspectives. C'est pour ça que bien sûr on travaille bien sûr ce pays. Alors beaucoup d'implantations de sociétés et pour la petite histoire, bien c'est L'Oréal qui a sa plus grande usine dans le monde en Indonésie. Alors, je ne sais pas si c'est Jakarta ou ailleurs par contre. Alors ici, je ne vais pas trop développer, mais comme on a un petit peu accentué sur l'Indonésie, vous avez les atouts, les handicaps, les handicaps de ce pays que vous lirez sur les slides, mais bon, il y a quand même des gros atouts. La place de la France sur le marché reste modeste. On ne s'est pas intéressé à ce pays. On commence à s'y intéresser. Et d'une façon assez forte quand même, donc ça rassure, puisque depuis 2011 quand même, on est allé en Indonésie, c'est François Fillon qui est allé en Indonésie et qui a donc signé un accord bilatéral entre les deux pays et c'est bien. C'est bien parce qu'avant il n'y avait pas grand-chose de la part de la France. Donc là, on s'y intéresse plus. Il y a le secrétaire d'État, ministère des Affaires étrangères, la Matthias Fenkel, qui y va là en début avril. Donc il y a des visites qui se font plus régulièrement et c'est très bien.
Sur le plan touristique, c'est un pays à visa. Donc Malaisie sans visa, pays à visa, l'Indonésie. On a des gros tours opérateurs qui nous font venir beaucoup de monde sur Paris et les périodes de voyage. Donc aussi bien sur la Malaisie que sur l'Indonésie, il y a la notion du Ramadan. Donc pendant un mois, donc cette année c'est 6 juin, 6 juillet de mémoire. Donc c'est vrai que là on n'a pas du tout de visiteurs, pas trop de ces pays pendant la période du Ramadan, mais par contre après il y en a. Donc voilà, mais c'est des flux réguliers toute l'année en globalité. L'aérien, donc là aussi Air France a supprimé son vol. Donc Air France avait un vol direct de Jakarta-Paris avec un stop à Singapour, mais donc la liaison Jakarta-Singapour a été stoppée. Ils font la liaison avec la compagnie indonésienne qui est Garuda, donc Jakarta-Paris sur Garuda et ensuite sur Air France. Garuda qui fait partie de SkyTeam, mais qui est sur Londres, qui arrive sur Londres, mais pas sur Paris. Lufthansa, très forte capacité sur l'Allemagne, Francfort principalement, Munich également, et puis ensuite les compagnies asiatiques et toujours, comme vous le savez, les compagnies du Moyen-Orient. Destination, donc pas de souci aussi, ville incontournable, Paris, pour les mêmes raisons d'ailleurs. Voilà. La seule chose à mentionner, c'est que quand même l'Indonésie fait partie des 10 premières nationalités de dépenses détaxées. Donc en dépenses détaxées dans les grands magasins, vous avez la Chine, vous avez toujours le Japon, le Brésil, toujours la Russie, bien sûr, les pays de la CEI. Et ensuite, vous avez les pays, en effet, Indonésie, Thaïlande aussi, très fort shopping de Thaïlande et Singapour. Donc, vous avez tout le bassin de l'Asie du Sud-Est qui prend des parts de marché, peut-être à l'Europe ou peut-être à d'autres pays, et également, bien sûr, le Moyen-Orient, forte dépense en shopping détaxé. Les clientèles, donc ici, clientèle aisée à Paris et qui peut voyager sur la Côte d'Azur. Donc ça, c'est la clientèle aisée, les individuels, les repeaters, ceux qui viennent, reviennent, qui aiment Paris, pas de problème, ils reviennent assez souvent. La classe moyenne, donc qui peut venir bien sûr individuellement sur Paris, qui fait aussi des voyages en Europe. Les jeunes, donc n'oublions pas tous ces jeunes, alors jeunes mariés, jeunes étudiants. Il y a plein de catégories pour les jeunes, si on veut les mettre dans des catégories. Les groupes, bien sûr, à forte valeur ajoutée, donc c'est les incentives. On peut avoir 200, 300 personnes d'une société, peut-être L'Oréal qui fait venir ses meilleurs vendeurs à Paris, donc ça c'est bien pour nous. La clientèle affaires toujours présente, donc une grosse, quand même des visiteurs qui sont au nombre, on l'a vu tout à l'heure, de 90 000 personnes par an. La conclusion de l'Indonésie, donc on l'a dit, 16e position mondiale aujourd'hui, petit à petit ça va progresser, il faut y croire, c'est des bons taux de croissance. La Chine fait 7%, l'Indonésie fait 5%, c'est quand même, il ne faut pas négliger. Le nouveau président, on insiste un petit peu, mais c'est vrai que quand ça marche, eh bien, c'est bien, ça booste. Et là, il y a plein de choses à faire, donc il a de quoi faire. La classe moyenne explose. Donc, comme c'est un pays qui fonctionne, c'est sûr qu'il y a des nouvelles constructions, des nouveaux hôtels, plein de choses. Donc, il y a plus de gens qui travaillent et le pouvoir d'achat augmente. Donc, ça nous fait des classes moyennes puisqu'elles peuvent davantage voyager. Alors, la volonté de construire des aéroports, oui, c'est la volonté. Donc, alors, les aéroports, il faut aussi penser que c'est... donc, vous avez vu, il y a des îles, il y a plein d'îles, donc c'est peut-être des petits aéroports. Jakarta, c'est un gros aéroport, bien sûr, mais c'est quand même la volonté de construire 62 aéroports. Là-bas, il faut se dire que tout le monde se déplace en avion. C'est des low cost. On a vu le low cost... On a vu le low-cost d'AirAsia pour la Malaisie, mais qui est également dans toute la région sud-est asiatique. Donc, nous, on n'a pris que du AirAsia pour les connexions. Et puis, sur l'Indonésie, c'était marqué sur l'aérien. Vous avez la compagnie low-cost Lion Air. Mais tout ça, ça fonctionne. Nous, on prend le bus, mais eux, ils prennent ou le train ou la voiture, mais eux, ils prennent l'avion très facilement. On l'a vu. Le low-cost AirAsia, l'enregistrement facile, vous rentrez dans l'avion, tout le monde est là, on s'en va. Le trajet, on débarque tout le monde, la passerelle est là. C'est rapide, c'est du low-cost. Ils mettent 3/4 d'heure pour nettoyer l'avion et l'avion repart.
hein. Donc là-bas, dans cette partie du monde, il y a énormément d'avions pour rejoindre les points intérieurs, mais également les points extérieurs, hein, Malaisie, tous les pays à côté, et en plus, les aéroports sont ouverts la nuit. Hein, donc, je peux vous dire que ça, il y a quand même énormément d'activités. Hein. Voilà. Et le visa en 48 heures, donc pays à visa, mais maintenant, bon, on le signale quand même, c'est important pour les partenaires de le savoir, mais en 48 heures, c'est rien du tout. Hein. Donc, et même sur la Chine, Fabius, il a demandé 24 heures. Hein. Et ça se fait. Il demande obligation de le faire. Donc, sur la Chine, maintenant, les visas peuvent être donnés en 24 heures. Hein. Mais bon, ça passe par des sociétés indépendantes. Et ils recrutent, ils déménagent, bon, ils s'organisent. Vous voulez dire quelque chose? C'est pas le cas pour nous. Bon. La Thaïlande, alors 4e année consécutive également, donc Bangkok. Alors contrairement aux autres marchés donc, qui sont Malaisie, Indonésie, la Thaïlande c'est un marché beaucoup plus mûr pour Paris. Hein, la Thaïlande, les Thaïlandais, ça fait quoi 30 ans qu'ils viennent sur Paris. C'est un marché très mûr et vous allez comprendre pourquoi. La Thaïlande et Singapour qui passent après sont des marchés matures qui connaissent particulièrement bien la destination Paris, au moins le Paris classique. Alors la Thaïlande c'est Bangkok qui est la capitale. Donc voilà le territoire de la Thaïlande qui est un petit peu spécial. Et vous voyez aussi que c'est à côté de la Malaisie en bas, le Vietnam. Donc vous voyez très bien on va dire les proximités. Et comme vous le savez, Bangkok aussi, c'est un hub très important sur l'Asie du Sud-Est pour les Européens. Hein, vous savez très bien qu'il y a beaucoup déjà de Français qui vont à Bangkok, en Thaïlande, sur les plages. Mais aussi Bangkok, c'est un hub important pour aller vers d'autres pays en Asie, ou plus loin d'ailleurs. Hein. Donc Bangkok, l'aéroport de Bangkok, c'est vraiment une usine, on va dire. Donc voilà, une petite photo pour illustrer un petit peu la Thaïlande. Alors, les repères ici, c'est le 2e PIB après l'Indonésie. Donc, c'est vrai que la Thaïlande se positionne très bien. C'est le 2e pays dans l'ASEAN après l'Indonésie. Donc, c'est un gros pays, c'est un pays qui fonctionne. C'est le 3e PIB par habitant aussi, donc après Singapour. Donc, Singapour, la Thaïlande, ensuite il y a la Malaisie également, bien sûr. Et la Thaïlande aussi, mais vous le savez, vous l'avez lu dans la presse à plusieurs reprises, c'est une situation politique qui est un petit peu troublée. En Thaïlande, vous avez un roi, mais le roi actuellement est très malade. Ça fait longtemps qu'il est très malade, donc il est à l'hôpital, il vit à l'hôpital. C'est compliqué. Et il y a plusieurs coups d'État. Il y a eu plusieurs coups d'État, ça arrive régulièrement à Bangkok, et vous le savez. Mais actuellement, la situation s'est un petit peu calmée. Et donc, ce sont des militaires qui sont au pouvoir, et ça fonctionne bien. Hein. Les militaires, c'est un petit peu très structuré, très encadré. Donc, ça fonctionne. Pour l'instant, ça fonctionne, mais il y a des élections l'année prochaine. Mais on n'a pas trop peur sur les élections, parce qu'on pense que ça va continuer comme ça. La seule inquiétude qu'on a, question politique, c'est le décès du roi. Il faut le savoir, parce que le roi a 89 ans, je crois que c'est mentionné quelque part. Il est très âgé. Il va décéder. Et le souci, c'est que quand il va décéder, le pays va s'arrêter de fonctionner pendant très longtemps. Bon, je ne sais plus la durée, si c'est 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Donc tout va s'arrêter. Alors, comme ils sont très conscients des choses, ils vont essayer de faire ce qu'il faut faire pendant un petit moment, mais je pense que ça va reprendre. Mais quand même, je pense que pendant 15 jours, 3 semaines, ça va être très compliqué en Thaïlande, et ça va être très compliqué pour nous tous de travailler avec les Thaïlandais. Alors, rassurant, c'est un de ses enfants qui sera l'héritier, donc tout ça, c'est nommé, c'est fixé, etc. Alors, aujourd'hui, la situation est fixée, on n'a pas de souci, mais il faut quand même penser que dans l'avenir, alors je ne sais pas, hein, c'est peut-être demain, il y aura une instabilité de par le décès du roi. Capitale Bangkok, donc 12 millions d'habitants, donc 10% de la population qui est dans la capitale, et une population du pays de 64 millions d'habitants. Donc c'est un pays, vous le verrez tout à l'heure, on a une petite allusion, qui a la même population que la France. On n'est pas du tout sur une population musulmane, hein, on est une population bouddhiste, donc c'est tout à fait différent, c'est plutôt une population religieuse et surtout croyante. Il faut le savoir, donc ils sont un peu superstitieux.
Ce qu'il faut retenir en bas de page, c'est le pouvoir d'achat. Il y a 10 ans, en 2002, oui, il y a 10 ans, en 2022, ils seront donc 60%. Il y a 10 ans, c'était 28% de Thaïlandais qui avaient un pouvoir d'achat supérieur à 10 000 $. Eh bien, tout ça, ça progresse. Aujourd'hui, ils sont 40%. En 2022, ils seront 60%. L'urbanisation, le pouvoir d'achat, etc., l'industrialisation, les produits manufacturés, il y a beaucoup de choses. Le tourisme, hein. Le tourisme, vous le savez très bien que le tourisme, c'est comme ici à Paris, hein, c'est un point très important pour l'activité du pays. La porte d'entrée idéale en Asie du Sud-Est, on l'a vu, un pays en instabilité économique, politique. Plusieurs atouts, donc je ne vais pas trop les commenter ici, mais il y a quand même plusieurs atouts. C'est un pays qui fonctionne, système financier fortement encadré. Bon, bien sûr, ils ont compris qu'il fallait encadrer le système financier. Il y a de la corruption en Thaïlande. Il faut combattre, ils combattent, ils font ce qu'ils peuvent aussi. Et au cœur de l'ASEAN, la position de la Thaïlande est très très bien située. La place de la France, alors là par contre, en effet, les relations sont très fortes avec la Thaïlande et depuis très 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 longtemps, donc rien à voir avec les deux marchés précédents. Si vous ne le saviez pas, bien écoutez, la première ambassade française a ouvert en Thaïlande sous Louis XIV, donc ça remonte à très loin, au XVIIe siècle. Donc vous voyez que les relations sont quand même très anciennes. Et la première ambassade thaïlandaise a ouvert à Versailles. Alors à l'époque, c'était Versailles, le centre de la France, à dire. À ce jour, donc 350 sociétés françaises, 400 000 Français, donc là évidemment il y a beaucoup de Français qui travaillent en Thaïlande, et puis des points communs avec la France qui sont à mentionner, la superficie, le nombre d'habitants, la couleur du drapeau, mais sinon tout le reste est différent. C'est un pays à visa, donc la Thaïlande comme la Malaisie, non comme l'Indonésie, pardon, c'est un pays à visa. Alors c'est un peu polémique parce que nous les Français, nous les Européens, on n'a pas besoin de visa pour aller en Thaïlande, et les Thaïlandais ont besoin d'un visa. Alors ça crée quelques bisbises avec les autorités thaïlandaises. Il y a de l'immigration clandestine. Donc Schengen, l'Europe de Schengen n'ouvre pas, n'enlève pas les visas pour les Thaïlandais. Distribution, pas de souci. Importance du web, donc ça c'est peut-être à souligner aussi, d'Internet, très important. Vous voyez que 40% des réservations sur Air France se font en ligne. Donc c'est vrai qu'il y a une très forte connexion. 37 millions de Thaïs sur Facebook, sur une population de 64 millions. Donc oui, ce sont des gens très connectés, mais dans toute cette partie du monde, ils sont très connectés. Les périodes de congés, donc ils ont aussi des vacances scolaires, des congés, des jours fériés. On va dire que dans cette partie du monde, il n'y a pas d'obstacle sur les congés. Parce que quand vous n'avez pas de congés, c'est compliqué, mais quand vous avez des congés, des jours fériés, vous pouvez voyager. L'aérien, donc très fort, l'aérien est très très fort sur ce pays. Air France, Thai Airways, donc tout ça c'est énorme. Les compagnies asiatiques, bien sûr, les compagnies du Moyen-Orient qui ne cessent d'augmenter leurs vols, 6 vols Emirates par jour, certains en A380. Donc là, c'est vraiment extraordinaire, tous les avions qu'il y a sur Bangkok. Destination, donc sur Paris, oui, pas de problème. La France, après la Suisse. Alors la Suisse, sur ce marché, a un rôle capital parce que le roi, sa famille, donc dans les temps précédents, ont séjourné en Suisse. Donc en Suisse, eh bien, il y a des restaurants thaï dans les hôtels. Enfin, ils ont fait leur petit business. Et donc la Suisse, c'est des paysages verts. Nous aussi, on a des paysages verts, mais comme je vous l'ai dit, même dans cette région du monde, on ne s'est pas trop manifesté au point de vue promotion touristique. Donc la Suisse a commencé bien avant nous. Donc c'est vrai que la Suisse plaît beaucoup. L'Espagne, l'Italie également, qui communiquent sur l'art de vivre, un peu notre thème à nous. Donc c'est un peu ennuyeux. Et puis la Grande-Bretagne, l'Europe de l'Est, ben oui, c'est ennuyeux. Bon, ça date de 2 ans, 3 ans. C'est récent. Donc voilà. Donc, mais la France, très bonne image. Paris, une ville rêvée et visitée. Donc il faut toujours un petit peu déconnecter la France de Paris, puisque nous, Paris, on est toujours bien, très très bien positionné. La France peut-être un tout petit peu moins bien positionnée.
Les clientèles, donc bon, très bonne clientèle, hein, très bonne clientèle, couche supérieure, alors on dit couche supérieure de la population, les grandes familles, des clients très riches hein, de Thaïlande qui peuvent descendre dans les palaces. Donc une très très bonne clientèle thaïlandaise, classe moyenne. Des clients aussi, on a des clients qui peuvent être sensibles au prix, à la qualité de la prestation. Ce sont des gens qui aiment bien négocier. Ils vont négocier un traitement VIP, ils négocient toujours, c'est un peu dans leur tempérament. Ils aiment bien négocier, hein, les Thaïlandais. Superstitieux, on l'a vu tout à l'heure. Croyants, on l'a vu. Une notion aussi importante sur ce marché, c'est que le temps ne compte pas, un peu comme en Inde. Ils n'ont pas de montre. C'est compliqué, c'est un peu ennuyeux. Heureusement, dans le domaine des affaires, bon, ils respectent un petit peu. Mais quand vous avez des rendez-vous, ils peuvent arriver en retard. Ce sont des gens qui vivent bien. Hein. Finalement, ils n'ont pas d'impératif énorme. Il faut le savoir. Hein. C'est un peu comme l'Inde, mais l'Inde, je pense que c'est pire. Alors, lors des entretiens, qu'est-ce qu'on nous a dit aussi ? Lors des entretiens, qu'est-ce qu'on nous a dit aussi ? L'attrait pour la gastronomie française. Donc, par contre, les Thaïlandais n'ont pas d'impératif de cuisine. Ils mangent de tout. La seule chose qui est importante pour eux, c'est les épices. Épicé. La cuisine en Thaïlande est très épicée, une très bonne cuisine, mais épicée. Donc, notre cuisine, qui est très bonne, bien sûr, peut leur paraître un peu fade. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils viennent en France ou en Europe avec des tubes de pâtes épicées qu'ils mettent sur leur nourriture française ou italienne, peu importe. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de souci pour la cuisine. Ce qui est bien, il n'y a pas de souci pour les vins. Les Thaïlandais connaissent beaucoup les vins. Ils vont beaucoup dans le Bordelais et ce sont des grands amateurs de vin. Donc, ils peuvent prendre du vin très cher, bien sûr. Et les cosmétiques. Ça, c'est nouveau. Alors, on est sur des régions, toute l'Asie et même la Chine, la Corée, tout ça, c'est le cosmétique. Les produits cosmétiques prennent de plus en plus d'importance à cause de la pollution. Il faut dire que dans ces pays aussi, Bangkok, Jakarta, Kuala, il y a de la pollution parce qu'il y a du trafic automobile qui est impressionnant, qui est trop fort. Il y a de la pollution. Donc la notion cosmétique, c'est récent, c'est depuis 3 ans, on va dire de 3 ans. Et à Paris, ce sont les parapharmacies qui ont de plus en plus de succès, notamment une dans le 15e qui reçoit beaucoup d'Asiatiques et qui du coup a pris du personnel qui parle les langues. Donc ils achètent beaucoup de produits cosmétiques. Alors des produits français, mais ça peut être des produits coréens, parce qu'il y a des très bons produits coréens, ça peut être des produits japonais, mais qu'ils achètent en France. Donc voilà, donc le thème cosmétique, c'est nouveau. Thème du Paris classique, oui, mais de nouveaux produits attirent. Et puis quelques améliorations qui sont demandées, comme c'est un marché mature qui connaît bien Paris, on nous demande sur ce marché, mais enfin vous le savez, quelques améliorations. L'accueil à l'aéroport, même si ça a été amélioré, le trajet express, hein, le train express, la signalétique en anglais et la sécurité, donc ça veut dire bien sûr la sécurité en global, mais plus un petit peu comme avant, un petit peu les pickpockets et tout, on en parle moins, mais je pense qu'ils sont toujours là. Et la meilleure connaissance des restaurants thaï. Donc à l'office, on a une liste de restaurants asiatiques, donc je pourrais l'envoyer à Florence, si ça vous dit, ça peut être intéressant. Alors, la conclusion de la Thaïlande, les élections, je vous l'ai dit en 2017, mais ça ne devrait pas changer grand-chose, donc ça veut dire que les militaires seront toujours au pouvoir. Même si le taux de croissance est un petit peu plus faible que sur les autres marchés, mais quand même le pouvoir d'achat des consommateurs est là, hein, ils achètent, ils consomment. Capacité aérienne reste très très importante et les clientèles sur Paris sont là. Il faut donner sur ce marché des nouveaux produits pour varier l'offre puisque c'est un marché qui connaît un petit peu notre capitale. Alors Singapour a été visité pour la première fois d'une façon assez intense comme nous venons de le faire. Sinon, on avait été à Singapour en 2009, mais c'était d'une façon un peu plus légère, sans être péjorative, mais c'était des démarchages et tout. Là, on a fait beaucoup plus. Singapour, donc c'est une île en dessous de la Malaisie. D'ailleurs, il y a quelque chose qui va se passer là entre la Malaisie et Singapour. Il y a une connexion qui va se faire. Je ne sais pas, bateau oui, mais par train. Il y a un gros projet là de relier les deux pays par train, je crois.
Bon, on s'arrangeait de ça. Alors Singapour, vous voyez aussi qu'il y a des îles autour de l'île de Singapour, mais l'île principale, c'est celle-ci, et c'est donc là où il y a Singapour, donc la ville principale. Alors Singapour, par contre, ils sont très forts sur le plan touristique, hein, vous le savez. Singapour et Bangkok, hein, ils font énormément de promotion touristique pour attirer donc les Européens, entre autres, ou les autres nationalités. Et c'est leur nouveau axe de promotion. Ils ont raison. On a vu ça, c'est magnifique. Hein. Donc, c'est 3 bâtiments d'hôtels, de bureaux, d'habitations. Et au-dessus, ils ont mis une espèce de bateau sur lequel il y a donc piscine de l'hôtel en question, restaurant, bar, boîte, etc. dans le nocturne. Alors, on a fait un saut. On est allé, une vue extraordinaire. Mais la seule chose, c'est qu'on n'a pas pu y rester. On voulait rester, on voulait prendre un verre. Impossible. Pourquoi? À cause de la cherté. Très cher. Parce que ce site, ils acceptent. Non, on a été accepté, bon, parce qu'on a je sais pas, on a une allure qui fait que, je sais pas. On a été accepté pour monter, pour voir la vue. On a été accepté. On a des badges, etc. Des contrôles, sécurité très important. Et quand on est arrivé en haut, on s'est dit on va prendre un verre, mais c'était impossible. C'était extrêmement cher. Donc en fait, il limite énormément les personnes en haut. Et donc nous, on est redescendu pour aller prendre un verre ailleurs, parce que c'était impossible dans notre budget de consommer, d'avoir une consommation. C'était la table plus la consommation, donc c'était énorme. Donc voilà, donc tout simplement pour vous dire que quand même Singapour, ils sont très forts sur le plan touristique. Ils ont beaucoup de choses à montrer et d'ailleurs ça marche très bien. Ancienne colonie britannique, 64 îles, on est quand même aussi sur des choses extraordinaires, a été rattachée à la Malaisie, donc c'était une ancienne compagnie britannique rattachée à la Malaisie, donc tout ça, bien sûr on parle anglais, et c'est depuis 1965 que Singapour est devenu indépendant. 65, c'est quand même très récent. Et c'est un pays qui se réinvente tous les jours, donc ça c'est une expression que j'ai prise parce que c'est tout à fait ça, c'est se réinventer, c'est se poser des questions, c'est innover dans cette ville. Et c'est cette invention, cette réinvention qui permet de faire croître cette croissance de l'économie parce que Singapour, c'est merveilleux et que ça fonctionne, même le pays fonctionne. Qualité de vie extraordinaire, infrastructure formidable, forte cohésion sociale et nationale, un système éducatif, donc un des plus performants de la planète, niveau de criminalité et corruption le plus faible au monde, donc c'est Singapour, mais vous le savez, hein, c'est la propreté, la sécurité, le fonctionnement, tout fonctionne à Singapour, c'est impressionnant. Population qui est très faible, 5 millions d'habitants, dont 3 millions, 4 millions de Singapouriens, donc vraiment de Singapouriens, sinon en effet après ce sont d'autres groupes ethniques qui vivent à Singapour mais qui n'ont pas le passeport singapourien, mais là aussi sur Singapour on a un brassage extraordinaire de culture et les Chinois sont les plus importants. C'est pour ça aussi peut-être que ça marche. Les Chinois sont des commerçants, donc à Singapour ils font marcher ce pays. Population qui avance en âge, donc contrairement à la jeunesse qu'on a vue sur les 3 autres marchés, avance en âge, mais bon, pas trop alarmant, mais quand même c'est à mentionner. Et surtout, un revenu le plus élevé au monde, avec le Luxembourg et le Qatar, vous le savez, donc c'est un revenu très fort. Le pouvoir d'achat est fort, mais la vie est chère. Même nous, si on va boire un verre quelque part en dehors de ce magnifique site, c'était cher. Le restaurant, c'est cher. Donc la vie est quand même chère à Singapour, mais ils ont des bons salaires pour justement pouvoir vivre. Et donc c'est un pays ultra moderne et qui se remet en question tous les jours. Petit pays dynamique, riche et stable, donc des bons atouts. Donc tout fonctionne, on va dire que tout fonctionne. C'est un taux de croissance aux environs de 2%, mais bon, c'est un petit pays aussi. Et il faut quand même reconnaître qu'ils font tout pour rester bien sûr très forts, mais ils le sont, notamment sur le plan des investissements étrangers, sur le plan c'est écrit dans les atouts peut-être, mais sur le plan de la finance. C'est vraiment très renommé, la place financière de Singapour.
La place de la France sur ce marché, donc c'est une bonne place. Il y a beaucoup d'entreprises françaises, là, c'est vrai. Pernod Ricard, il y a son siège, le plus grand siège de Pernod Ricard dans toute la zone, c'est à Singapour. J'ai appris dans ce voyage que Salon Maison et Objets faisait un salon à Singapour depuis 3 ans qui fonctionnait très bien. Bon, je ne savais pas. Le nombre de Français qui est en croissance perpétuelle. Et sur le plan touristique, il y a beaucoup de sorties du territoire. Donc ce sont des grands voyageurs. Tous les gens dans ce pays, toute cette population voyage beaucoup, on l'a vu tout à l'heure. Ils prennent l'avion très facilement et les Singapouriens aussi. Alors le chiffre est très fort parce qu'il y a beaucoup de personnel de maison. À Singapour, tout le monde a son jardinier, pour entretenir la maison, etc., son chef cuisinier, etc. Il y a beaucoup de personnel de maison, donc ce personnel de maison qui vient des Philippines, de la Malaisie, de tous les pays à côté, voyage beaucoup pour rentrer chez eux, et ils rentrent assez souvent chez eux. On m'a bien spécifié qu'à Singapour, il y a beaucoup de congés, beaucoup de périodes de congés, et que les Singapouriens faisaient partir leur personnel de maison à toutes les périodes de congé. Allez voir votre famille, on n'est pas là, allez voir votre famille, c'est plutôt sympa. Et donc, il y a énormément de sorties de Singapour. Bien sûr, les Singapouriens voyagent beaucoup dans tous les pays à côté. Tous les pays à côté sont très exotiques, tous les pays sont très différents. La Chine, le Japon, la Corée sont des pays tout à fait différents. Distribution, donc bien sûr, il y a beaucoup d'agences de voyage qui vendent l'Europe et la France et les périodes de voyage pour indication. Donc l'offre globale aérienne est très bonne. Singapour aussi, Bangkok c'est un hub, mais Singapour c'est un hub extraordinaire pour tous les vols, même sur l'Australie par exemple. Et ils ont un aéroport donc là qui dépasse toutes les dimensions espérées. Donc un aéroport qui ne cesse de croître. Entre le nombre de terminaux, de pistes, etc. Donc tout ça, ça évolue très fortement. Et pour Paris, on a des vols directs. Donc pour le coup, Air France, oui, en vol direct 1 fois par jour. Et également Singapour Airlines. Destination, rien à dire. Clientèle, 90 000 visiteurs par an. Beaucoup d'individuels qui viennent de Singapour, donc qui a le pouvoir d'achat et de dépenser. En conclusion, c'est un pays qui se porte bien, sans visa, bonne capacité aérienne. Paris, bien sûr, un rêve, une destination romantique. Le marché est structuré. Donc, on a fait une étape tout à fait réussie et à suivre. Donc, quelle est la conclusion globale, on va dire, de tous ces marchés? Ça s'affiche ici. C'est que l'Asie demeurera en 2016, donc cette année, mais même l'année prochaine, une locomotive de l'économie mondiale. Donc vous l'avez bien compris. On n'a pas parlé de l'Australie, mais l'Australie marche très bien aussi. Il faut simplement surveiller qu'en effet, il y a un petit ralentissement de la Chine. Il y a des belles perspectives de croissance sur l'Inde suite à l'élection du Premier ministre. Donc j'ai fait un petit peu un panorama global sur l'Asie en globalité. Donc la Chine, un petit ralentissement, mais il ne faut surtout pas s'inquiéter. L'Inde, il y a des belles perspectives de croissance, le taux de croissance près de 7%, et ça va continuer. Donc on a un Premier ministre là qui a l'air d'aller de l'avant, et des conditions fortes de bonne santé économique, donc en Indonésie, en Corée du Sud, aux Philippines. Dans les Philippines, un taux de croissance aussi de 7% à peu près, 6, 5, et les Philippines, on va y retourner l'année prochaine. Singapour, très bien. Vietnam, très bien. Aussi un bon taux de croissance de 6,8%. Et Taïwan, très bien. Alors, 2 petites faiblesses, c'est la Malaisie et voir en Thaïlande ce qui va se passer sur le plan peut-être politique, voire économique par la suite, etc. Donc voilà, donc, on a fait des constats, vous les avez ici. Quel est l'objectif, bien sûr, d'accueillir encore plus de visiteurs? Est-ce que c'est 700 000 en 2020, 800 000, 600 000? Enfin voilà, donc on est très optimiste, bien sûr, pour les visiteurs venant de cette région. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai fini ma présentation sur donc, ces 4 marchés. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que vous les avez bien identifiés. Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Singapour, vous avez bien retenu quelques idées qui peuvent les différencier.
Oui. Oui, alors nous, alors oui, en termes d'accueil et de services, on relaye beaucoup aux sites. On relaye beaucoup aux hôtels, aux grands magasins, aux cabarets, tout ça. Donc vous savez que enfin, tous ces sites touristiques voyagent déjà avec nous et ont l'habitude de recevoir ces nationalités. Donc on va dire que sur les sites touristiques à Paris, on est armé, on est équipé. Il n'y a pas du tout de souci. Dans les grands magasins, vous savez très bien qu'il y a des vendeurs, des personal shoppers indonésiens, malaisiens, tout ça. Donc tout ça, ça marche, je veux dire. Ensuite, pour les visites guidées, c'est ça aussi, les guides. Alors, on a de la chance qu'on parle anglais sur ces marchés, mais quand même. Donc, quand même, à Paris, on n'en a pas beaucoup, on en a très peu, mais il peut y avoir des guides thaïlandais, il peut y avoir des guides ou des gens qui parlent thaïlandais, des guides indonésiens, malaisiens, etc., mais c'est pas, malheureusement, il n'y en a pas assez. Voilà. Donc voilà, mais on a des guides anglais, bien sûr, qui parlent anglais. Mais non, quand on dit accueil, service, on est à Paris, donc tout ça c'est fait. Ce qu'on veut dire par là, c'est les petits détails, c'est le petit plus. Eux, le petit plus fait partie de leur package global, tandis que nous, le petit plus, il est en plus. Voilà, c'est un peu la notion. Alors quand vous avez par exemple un Singapourien qui arrive dans un hôtel, eh bien l'hôtel, il va savoir. Il va dire pour Singapour, bon, est-ce qu'il faut faire plus, est-ce qu'il faut mettre un traitement VIP, est-ce que ça va plus lui aller, est-ce que cette couleur va lui aller plus qu'à un autre, est-ce que donc voilà, il y a des réflexions qui vont se faire plus sur les détails, hein. Mais et même sans savoir, si vous faites plus, c'est toujours bien apprécié, hein. Alors c'est peut-être le salut au départ, c'est peut-être il y a plein de petites choses là qui peuvent se mettre en place. Donc voilà, c'est ça. Mais sinon, bien sûr, sur Paris, il y a tout ce qu'il faut. Sécurité, oui. Oui, 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 oui. Alors ça, c'est un sujet qui est traité depuis 3-4 ans. Ça fait longtemps, hein, depuis 2013, je pense, depuis qu'il y a eu un groupe chinois là, qui a été pickpocketé, là, je ne sais pas comment on dit, depuis 2013. Donc ça a marqué les esprits. Il y a eu pas mal de difficultés, de points qui ont été notés avec l'ambassade de Chine, le consulat, etc. Donc depuis 2013, tout ce qui est problème de la sécurité, hein, j'entends pickpocket, voilà, quand on vient vous embêter là pour les statistiques, enfin plein de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, c'est-à-dire qu'il y a des réunions qui sont très fréquentes. Il y a les préfectures de police qui a pris la chose en main. Dans les commissariats de police, dans les parties touristiques de Paris, il y a des formulaires dans les langues étrangères. Et il y a parfois des policiers qui peuvent se débrouiller en japonais, en chinois, etc. Donc il y a des commissariats dans les zones touristiques qui ont donc des formulaires de plaintes, pardon, qui ont été rédigés dans les langues du pays. Et en pleine saison, il peut y avoir aussi des commissariats mobiles, par exemple autour des grands magasins. S'il y a un acheteur qui se fait pickpocketer, bon, ben, il a le commissariat tout de suite à la sortie du grand magasin au lieu d'aller ailleurs. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on a édité une brochure qui est à l'office d'ailleurs, dans toutes les langues, beaucoup de langues, 10 langues, une brochure de recommandations. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces visiteurs, ils ne se rendent pas compte, mais d'abord, ils ne font pas attention à leur appareil à photo, ils ont de l'argent liquide sur eux, ils sont distraits, ils prennent des photos, mais ils ne font pas attention que le portefeuille il est derrière. Donc voilà, donc on a édité une brochure de recommandations. Faites attention, ne faites pas ça, etc., que l'on diffuse, qui est sur le site internet de l'Office, mais également de la préfecture de police, dans toutes les langues, je redis. Donc voilà, et surtout nos tours opérateurs, on en parle toujours, et eux aussi, ils donnent des alertes, ils donnent des conseils, ils donnent... voilà. Paris, 30 millions de visiteurs, c'est compliqué. Mais c'est un problème qui n'est pas uniquement français, c'est un problème qui est européen. En Italie, c'est pareil, en Espagne, c'est pareil. Il y a des pickpockets là où il y a des gens qui viennent visiter la ville. Oui, tout à fait. Oui,
Ouais. De toute façon, à Londres, les Asiatiques sont quand même plus à l'aise qu'à Paris. Il faut quand même le reconnaître, hein. Ça vient de beaucoup de choses, hein. Ça vient que la ville, Londres, est peut-être plus cosmopolite, plus amalgame de tout, plus. Oui, voilà. Donc la ville de Londres, c'est sûr que. Oui, oui, peut-être. Oui. Il y a des rondes de plus en plus, il y a des policiers civils de plus en plus, il y a des surveillances de plus en plus, il y a plus de caméras sur Paris, d'autant plus après les attentats, on a ajouté des caméras. Il y a plus, plus, plus. Après, c'est un souci qui ne va pas être éradiqué totalement. Bon, c'est mon idée. Alors ça, c'est Patricia qui parle, personne ne m'entend, bien sûr. Mais c'est compliqué parce que c'est compliqué, quoi. Donc il faut aussi que les touristes, alors nous pour les Chinois, on fait la promotion de la CUP, la carte bancaire chinoise, hein, qui existe et qui se développe de plus en plus. Il y a un bureau de la CUP ici à Paris, on a un vendeur, un représentant qui vend les terminaux de la CUP, parce que les Chinois peuvent payer aussi par carte bancaire. Pas tout leur shopping, mais une partie de leur shopping. Donc aussi, il faut que nos visiteurs aient conscience des choses. Donc ils en ont conscience, mais quand même, ils continuent à faire. Hein, ils continuent à avoir de l'argent liquide, bon, pour des raisons X ou Y. Hein. C'est dans leur culture, ils aiment beaucoup. Ouais. Voilà, mais bon, tout ceci pour vous dire en conclusion que le sujet est géré, a été pris en main. Alors il y a des réunions à la préfecture avec les consuls du Japon, de Chine, des pays concernés. C'est parce que ce n'est pas un pays qui est touché, c'est les Asiatiques en général. Hein, on est d'accord. Donc voilà, donc, on sait très bien tout ça. Donc, mais bon, comme vous dites, ça perturbe un petit peu, mais bon, je pense que c'est en réduction. Moi, je n'ai pas les chiffres de la délinquance ici, mais je pense que ça s'est bien réduit quand même. Bah, la durée moyenne, si c'est un voyage en Europe, c'est à peu près 2 nuits. 2 nuits à Paris. Ça peut être 3 nuits à Paris, mais c'est quand même beaucoup parce que quand ils font un voyage en Europe, ils passent une nuit, ils font tout en bus, mais à Paris, ils restent le plus longtemps parce qu'il y a le shopping. Donc ils gardent le shopping pour Paris, mais comme le shopping, ça prend du temps, parfois ça peut prendre un jour. Hein, ils sont dans le grand magasin un jour. Donc le séjour est plus long. Et pour tout ce qui est autre que les groupes Europe, ça peut varier. Ça peut être 2 jours, ça peut être 5 jours, ça peut être 7 jours. Ils font ce qu'ils veulent. N'oublions pas qu'à Paris aussi, on a le réseau des résidences hôtelières, sans parler de Airbnb, parce que sinon, voilà, je vais me faire disputer. Mais il y a quand même des gens qui peuvent venir 10 jours, un mois, dans une résidence hôtelière. On a quand même des étudiants aussi qui peuvent venir 3 mois pour des études. Mais enfin, les gens qui nous intéressent, donc la clientèle moyenne, en individuel, oui, elle peut venir et revenir. En avion, ça ne leur fait pas peur. Et puis, elles peuvent rester longtemps. Oui, elles peuvent rester. Surtout Bangkok, la Thaïlande, la Singapour, ils connaissent Paris. Donc, comme ils sont attirés par Paris, ils reviennent. Et ils peuvent rester plus longtemps. Ils peuvent rester à ne rien faire, d'ailleurs. Ce qui est bien aussi à Paris. Hein. Il faut découvrir Paris à pied, s'installer aux terrasses, etc. Donc, voilà. Ce sont des clientèles intéressantes. Oui, c'est des réservations directes. Enfin, c'est ce qu'on nous dit, donc nous, on écrit un petit peu ce qu'on nous dit, c'est vrai. Ben oui, parce qu'il y a de plus en plus, mais ce n'est pas que sur ces pays-là. Vous savez très bien que les agences en ligne ont de plus en plus de succès. Alors pourquoi? Oui, parce que les visas en 48 heures. Donc ça, c'est facile. Après, quand vous avez votre visa, vous prenez votre hôtel dans une agence en ligne et puis c'est fait. Donc l'histoire des visas aussi a bousculé les choses. C'est-à-dire que pour la clientèle individuelle, ils peuvent facilement réserver en ligne, d'autant plus la clientèle qui connaît Paris ou la clientèle affaires, etc. Donc c'est plutôt via les agences en ligne ou via les sites internet, hein, booking.com, tout ça, ou comment ils ont là dans leur région, ils ont un nom en A, il y a Ctrip, il y a en A
un nom, ah j'ai oublié. Oui, oui. Agoda. Ouais, Agoda, ils ont Agoda. Ouais, donc voilà. Il marche bien, hein, je pense. Vous devez partir, monsieur, allez-y. L'Inde, oui. Ah ben on fait beaucoup de choses, oui, oui. Nous, l'Inde est inscrite dans notre plan d'action depuis 2003. Donc tous les ans, on va en Inde. Tous les ans, on va en Inde, on a un plan d'action sur l'Inde. Vous me posez cette question avec une arrière-pensée certainement. Le seul souci le souci sur l'Inde, c'est qu'on n'a pas la progression. Même si on a travaillé, par exemple, l'Inde depuis 2003, la Corée depuis 2003, la Russie depuis 2003, ces trois marchés, on n'a pas la progression sur l'Inde comme on l'a sur les autres marchés. C'est compliqué. L'Inde, c'est un pays un petit peu compliqué par leur façon de travailler. Il n'y en a pas. On va dire ça, voilà. Par leur façon de travailler, leurs attentes sur Paris, qui est quand même, c'est difficile à, ça reste compliqué à satisfaire. Ne serait-ce que sur le problème de l'alimentaire, le souci de l'alimentaire, parce que pour le coup, oui, manger indien, mais manger indien, ça veut dire, il y a beaucoup de choses dans le manger indien, ça dépend de la religion. Donc il y a plusieurs cuisines indiennes selon la religion. Donc voilà. Donc l'Inde, c'est un marché qui nous fait venir à peu près 400 000, 350 000 Indiens par an. C'est beaucoup. On a fait beaucoup d'efforts. On continue à faire des efforts, mais on n'a pas, c'est vrai, la progression que l'on pouvait attendre. Bon. Mais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors le marché progresse beaucoup. Le marché progresse sur les groupes Europe, parce que les Indiens voyagent beaucoup en Europe. Et puis sur la clientèle individuelle, c'est ce qui nous manque. C'est la clientèle individuelle qui va rester dans Paris 3-4 jours, dans nos hôtels à Paris. Ils viennent à Paris, mais ils ne restent pas très longtemps. Ils ne savent pas trop quoi faire, les Indiens. Pourtant, on leur dit ce qu'il faut faire, mais ils ne savent pas trop quoi faire. Shopping, on a ce qu'il y a, ce qui est à noter aussi, c'est qu'on a des incentives indiens. Donc ça, c'est très intéressant puisque on peut avoir 2000 Indiens. On en a eu récemment, là par Amway, on a eu 2000 Indiens sur Paris. Donc il y a, de toute façon, il y a des intérêts sur Paris, mais il faut continuer à promouvoir et puis surtout à parler, à communiquer sur les comportements indiens, sur la façon de vivre des Indiens, sur les comportements, voilà. Donc c'est vrai que les Indiens sont en effet plus à l'aise à Londres. Question je ne sais pas, de mouvance, de cuisine, de famille, beaucoup de familles bien sûr, beaucoup. Donc voilà, mais bon, ce marché est très important, il est en croissance et ça va continuer. Alors pour le coup, c'est un marché émergent. Ils ont fait beaucoup de choses, les infrastructures, l'aéroport de Bombay, on est allé en 2003, c'était de la terre à l'extérieur. Là, c'est quand même tout changé. Ils ont fait un aéroport extraordinaire, d'une décoration, d'une grandeur, d'un esthétique. Alors les Indiens, quand ils s'y mettent, ils sont forts, formidables. Donc on voit très bien les routes. Hein, tout ça, ça bouge beaucoup. Donc il faut aller en Inde, il faut prospecter, et bien sûr, c'est ce qu'on fait. Donc nous, on va en Inde, on va à Londres aussi. On a une opération tous les ans à Londres début novembre, au moment du WTM, qui est le salon clé pour les Indiens en Europe, c'est le WTM début novembre. Ils viennent tous à Londres au WTM. Donc nous, on essaye de les capter pour avoir un petit déjeuner avec eux, présentation de Paris, etc. Mais sachez, rassurez-vous, on travaille ce marché. Autre question ? Oui, en fait, c'est très difficile à dire parce que en fait, Londres est plus grand que Paris. Parce que comme vous le savez, Londres, il y a le Grand Londres. Londres, c'est vaste, c'est Londres. Quand on dit Londres,
Quand on dit Londres, c'est le Grand Londres, on va dire ça comme ça, mais quand on dit Paris, c'est intramuros. Alors, c'est compliqué. On n'a pas encore... on est en train de faire le Grand Paris. On est en train de faire, puisqu'il y a le contrat destination maintenant, avec 3 départements mitoyens de Paris, donc 93, 94, 95. C'est le contrat de destination, c'est nouveau, ça. Vous savez, ça a été avec Laurent Fabius aussi. Laurent Fabius a dit un département qui est très fort doit annexer, pour le tourisme, d'autres départements pour être dans la synergie. Par exemple, Paris-Île-de-France, ils ont fait le contrat de destination avec la Normandie, avec le Havre, l'impressionnisme aussi, donc Paris-Île-de-France. Nous, Paris, capitale Paris, on a fait le contrat de destination avec le 93, le 94, le 95. Donc ça s'appelle le 92. Voilà, bon, 3 CDT. Alors ça, c'est le Paris métropole, on va dire. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et ensuite, vous avez le Grand Paris, donc avec le Paris-Île-de-France. Donc c'est le Paris-Île-de-France. Donc il y a plusieurs façons de parler du Paris. Mais c'est ça qui est compliqué. Donc en fait, je pense, c'est ça, que c'est Paris qui accueille le plus de visiteurs, parce que nous, dans Paris Intramuros, c'est quand même 30 millions. Ensuite, si vous prenez Paris, Île-de-France, c'est 70 millions. 60 millions. 60 millions. Alors, c'est compliqué. Alors, il faut les laisser de temps en temps, en effet, dans la presse. Il y a des guéguerres. C'est des guéguerres un peu politiques. Voilà. Mais je pense que c'est pas du tout pareil. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. C'est très compliqué. Oui. C'est pour ça, chère madame, que nous avons un plan d'action. Et que quand on se voit en voyage, mais sur 10 marchés simplement, quand même, parce que même sur le plan budgétaire, sur le plan tout ça, il faut faire attention. Mais heureusement qu'on se déplace, parce que vous voyez, dans cette partie de l'Asie du Sud-Est, quand même, il y a l'Italie, l'Espagne, qui est l'Allemagne aussi, l'Allemagne. Mais heureusement qu'on se déplace, parce que je pense que Paris, c'est Paris, mais quand même, avant, il n'y avait que Paris. Maintenant, même, il y a l'Europe de l'Est qui fait des promotions, et l'Europe de l'Est est quand même moins chère, parce que Paris aussi peut être pas cher, mais peut être cher. Donc voilà, l'Europe de l'Est aussi, très dynamique, et ils ont des belles choses, ils ont des très très belles choses. Donc, et nous, à Paris, ce qu'il faut spécifier, c'est qu'on a beaucoup de repeaters. On a à peu près 60% des gens qui reviennent. Et c'est eux qu'il faut convaincre à revenir. Donc, nous, on travaille pas trop sur le premier voyage, parce que tout ça, c'est décidé, c'est des groupes. Voilà, on travaille sur le deuxième voyage pour faire revenir, et on travaille sur la durée de séjour. On voudrait bien qu'il reste une nuit de plus, une nuit de moins en Suisse ou ailleurs, et une nuit de plus à Paris. Mais pour ça, il faut leur vendre, faire la promotion des nouveautés. Pourquoi est-ce que je vais rester une nuit de plus ? Parce qu'il y a la nouvelle exposition au musée d'Orsay, parce que vous avez un nouveau shopping mall là, qui va ouvrir aux Halles, les Halles Shopping Mall, là, en avril, maintenant. Donc voilà, c'est notre stratégie. Mais vous avez raison, il faut être sur les marchés. Et puis les enjeux économiques aussi pour Paris, c'est capital. Les recettes touristiques, c'est énorme. Donc il faut pas trop faiblir là-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on souffre un peu parce qu'on a moins de Japonais suite aux attentats. Vous savez que les Japonais, très très fragiles là-dessus. Alors on a perdu 30% de Japonais et on a perdu les Russes. Mais les Russes, on a perdu 30% de Russes aussi, pour toutes ces raisons économiques, politiques. Les Russes ont beaucoup moins de pouvoir d'achat. Les Russes souffrent énormément. Baisse de salaire, souffrent. Voilà. Donc voilà, donc il faut combler. C'est pour ça qu'on voyage aussi dans ces pays pour essayer d'avoir d'autres nationalités qui viennent sur Paris. Voilà. Alors, juste une petite slide là sur quelques conseils pour développer votre part de marché. Donc, bon, c'est assez...
normal, hein, c'est assez... vous faire connaître, bien sûr. Si vous voulez développer vos affaires, il faut vous faire connaître auprès des prescripteurs. Paris et Londres. Établir des relations de confiance. Donc, c'est vrai que sur tous les marchés asiatiques, c'est la confiance qui marche beaucoup. Tenir ses promesses. C'est pas souvent des contrats écrits. Hein. Bien sûr, vous faites un contrat écrit, mais eux, ils travaillent beaucoup à l'oral. Sur certains marchés, notamment sur l'Inde, il n'y a pas de contrat. Hein, donc, vous en faites un, mais ils se demandent pourquoi est-ce qu'il faut que je signe, où est-ce qu'il faut que je signe, mais pourquoi je signe. Parce que tous les contrats se font à l'oral. Alors, donc voilà, donc tenir ses promesses, même sur le Japon, hein, même s'il y a des contrats sur le Japon, tenir ses promesses. Il faut être sûr de ce que vous dites. Si vous n'êtes pas sûr, vous ne le dites pas, vous vérifiez, après vous le dites. Mais surtout, ne dites pas n'importe quoi pour vendre. Ne donnez pas de faux argumentaires ou des argumentaires sur lesquels vous ne savez pas, vous ne êtes pas sûr, vous l'annoncez, mais il ne faut pas faire ça. Il faut vérifier tous les argumentaires. Se joindre à la mission Paris, nous, on est prêts à vous emmener. Si vous êtes OK, vous venez. On en a parlé avec Florence. On peut vous emmener. Sachez que nos missions sont vraiment pas très chères. Pas chères du tout. L'Asie du Sud-Est, 3 pays, 1 000 €. Il ne faut pas non plus exagérer. Ça peut aller. Hein, c'est 2000 parce qu'on a le plan d'action sur Paris qui vient en complément, parce qu'on ne fait rien sans des actions sur Paris. Donc voilà, donc c'est 2000, mais si vous enlevez le plan d'action de Paris qui est à 950 €, c'est 1 000 €, 3 villes, avec aucun impératif sur l'hébergement, aucun impératif sur l'avion. Donc vous pouvez aussi, on vous donne bien sûr des conseils d'hébergement avec des tarifs qu'on a négociés, mais si c'est trop cher, vous pouvez aller ailleurs, comme vous l'entendez. Donc voilà, donc c'est pas très cher, c'est très flexible. Et puis vous suivez et vous avez les fichiers au retour, vous êtes présenté, etc. Mais j'enverrai ça à Florence, elle vous le transférera pour 2017. Présentez votre site internet en anglais, mais bon, ça c'est OK. Valorisez les endroits aussi, si vous avez des choses que vous connaissez autour. Je ne sais pas ce que vous représentez comme produit ou si vous faites en effet des choses, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. C'est dans le quartier où vous êtes, ou ce que vous vendez, vous faites la promotion, essayez de mentionner tous les sites, les magasins qu'il y a autour, peut-être un bon restaurant thaï, mais là, il faut s'assurer qu'il soit thaï, vraiment, hein, un vrai Indien, pas un Pakistanais. Hein. Donc voilà. Donc, valoriser les endroits autour de votre site, ça c'est très important. Paris, c'est une destination, mais la boutique X, l'hôtel X, tout ça, c'est une destination aussi. Un référent au sein de votre organisation, c'est toujours bien. Quand vous avez quelqu'un qui a une attirance vers ces pays, il faut le responsabiliser. Il faut lui dire, parle à tes collègues, voilà, mange à la cantine avec eux, parle-leur de ces pays. L'accueil et services, bon, travailler, bon, d'accord, il faut toujours travailler, il faut toujours le marquer. Travailler sur l'accueil et les services. Là, on n'est pas sur des marchés de traduction, quoique sur la Thaïlande, il vaut mieux avoir tout en thaï. Hein, dans les argumentaires, etc. On n'est pas sur trop de marchés de traduction, mais sinon, il faut avoir le maximum de traduction. Et puis, fidéliser la clientèle sur place, mais ça, vous pouvez faire. Voilà. Donc, moi, j'ai fini. Donc, bien sûr, c'est l'Office du tourisme. Et puis, je n'ai plus qu'à vous dire merci de m'avoir écouté patiemment. Merci beaucoup.